Ce partage. Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 14 décembre, il est 18h17 et nous commençons ce live patrimoine deuxième édition. C'était une bonne surprise que le premier fonctionne bien et le deuxième a aussi pas mal de personnes qui nous ont rejoints. Donc je vais faire une rapide présentation, notamment de qui nous sommes, comme ça au moins ça sera bon pour tout le monde. Donc je vais juste vérifier que au niveau du partage, j'ai bien le partage d'écran qui démarre. Voilà, et je vais commencer par la première diapositive et on va le mettre en format diapo. Voilà, bonsoir pour ceux qui nous ont rejoints que j'ai pas encore eu le temps de saluer. Alors, donc, un petit CV, Louis de Froissart, donc j'ai créé Montaigne Conseil, Montaigne Patrimoine en 2003. Je suis dans la finance depuis l'âge de 14 ans par intermittence. En fait, c'est ma mère qui m'avait intéressé au premier raid de quelqu'un qui dirigeait la Compagnie du Midi, un certain Claude Bébéard, et qui faisait un raid sur Drouot. Voilà, c'était comme ça qu'à 14 ans, j'ai commencé à m'intéresser à la finance. Je suis passionné autant de microfinance que de macrofinance. Les micros, c'est plutôt la finance des entreprises. Les macros sont les grands agrégats. On va parler un peu d'agrégats ce soir. Et je fais du conseil d'entrepreneurs ou de dirigeants d'entreprise depuis un peu plus de 20 ans. Et de la gestion de patrimoine et du conseil financier depuis 1994. Et il y a 10 personnes dans l'équipe, dont une notaire, et nous avons des bureaux à Bordeaux, en Vendée, où je me situe ce soir, et aussi à Paris. Nous avons une adresse à côté de la Madeleine. Voilà, et puis après, il y a des fonds qui sont placés chez nous, puis des fonds que l'on conseille, ça fait à peu près 200 millions d'euros, que l'on conseille, voilà, pour la présentation rapide me concernant. La question, c'est est-ce que tout va bien au niveau démocratique, sanitaire et économique? On va s'intéresser surtout à l'aspect économique et on va regarder deux, trois petits éléments qui vont vous permettre de comprendre un peu les graphiques qui suivent. Habituellement, dans nos cours d'économie, jusque dans les années 2005 de mémoire, nous avions un élément important, c'est qu'on disait que les taux d'intérêt étaient la composante de l'inflation plus de la croissance. Si on prend cette année, 3 plus 6 égale 0. Il ne manque pas un 1, c'est volontaire. Si on prenait quelque chose de plus habituel, vu la baisse de croissance en 2020 et la hausse en 2021, mais si on prenait par exemple 2018, on aurait pu dire que les taux auraient dû être à 4, c'est-à-dire 2 plus 2 égale 4, et alors que les taux étaient à 0 déjà. Deuxième point, pour ceux qui ont connu le pacte de stabilité qui est en train de se rediscuter, et Maastricht, c'était 70% du PIB. Il ne fallait pas dépasser en termes de stock de dette, puisqu'on sait qu'après le remboursement est compliqué, et que les budgets devaient non pas être équilibrés, ce qui était déjà, à mon avis, une petite trahison vis-à-vis des Français et des Européens. Il fallait que le budget n'ait pas un déficit supérieur à 3%. C'est-à-dire, c'est comme si vous, dans votre ménage, tous les ans, vous dites, bon, globalement, je vais dépenser 3% de plus que ce que je gagne. Vous savez bien qu'au bout d'un moment, le banquier vient vous voir et vous dit, non, attendez, là c'est pas possible. Eh bien, ici c'est possible dans notre joli monde de l'argent fiat où la dette se déverse et est reportée sur les générations futures. À noter aussi que dans mes cours d'économie, on disait qu'à partir du moment où plus de 50% du PIB est à l'origine, a comme origine l'État, alors 57% en ce moment, on est dans un régime dit socialiste et en aucun cas dans une économie libérale. Enfin, deux, trois petites choses. Une croissance bio, c'est une croissance sans dette, c'est-à-dire que la croissance bio, entre guillemets, s'est arrêtée dans les années 74, 60, même pas 72, 73. C'est-à-dire qu'avant, on avait une croissance endémique du PIB, du produit intérieur brut. Donc la richesse de la France, le chiffre d'affaires de la France se produisait sans que l'on ait recours à la dette aujourd'hui. Ça fait bien longtemps que nous n'avons plus recours à la dette. Nous avons recours à la dette pour faire de la croissance. Sans dette, pas de croissance. Et il faut aussi remarquer un petit élément non négligeable, plus la masse monétaire augmente, plus sa circulation ralentit. Eh bien, c'est ce que nous voyons en ce moment. Tout le monde vous dit le pactole de la crise, comment va-t-il être placé? Eh bien, plus il y a d'argent qui est émis, moins l'argent va dans l'économie, plus il est placé dans des bulles, ce qui est un petit peu la zone dans laquelle on se situe en ce moment.
Je ne vois pas encore de questions, mais n'hésitez pas à les poser déjà si cela vous fait réagir. Alors, un petit rappel, comment l'État se finance? L'État, lui, se finance à gauche sur les marchés, à droite par les impôts. Avant, il faisait des émissions d'OAT, donc d'obligations assimilables du Trésor. C'est-à-dire, globalement, il faisait que ça. Maintenant, il faut savoir que les gouvernements, l'État se finance par la BCE puisqu'il émet de la dette et la BCE rachète cette dette. C'est bien pratique puisque ça permet d'émettre, émettre, émettre de la dette et on est sûr que quelqu'un la rachète au terme. C'était des choses qui n'étaient pas dans nos cours d'économie des années, fin des années 80. Il faut s'y habituer, mais à un moment donné, il faut aussi se poser la question, est-ce que ça pourra continuer? Et puis, il y a un deuxième élément de financement, surtout quand le premier est tari, c'est-à-dire quand l'État a du mal à pouvoir vendre sa dette ou que peut-être la BCE ne la rachètera plus ou en rachètera moins, bien, c'est la case impôt. Et les deux gros impôts que nous avons en France, c'est la TVA et la CSG. Est-ce que la CSG est un impôt ou des charges sociales? Ce n'est pas tranché. Quand ça arrange l'État, c'est un impôt. Quand ça arrange l'État, c'est une charge sociale. Et retenez que les impôts des entreprises représentent 16% de la masse et les impôts des particuliers 10%. On sait que la CSG est répartie tant sur les entreprises que sur les particuliers. Alors donc, vous allez voir ça, c'est la manière dont l'État se finance. Et puis maintenant, on va voir aussi comment une entreprise se finance. Elle, par contre, il faut qu'elle équilibre son budget, l'entreprise. Elle se finance soit en capital, donc sur les marchés financiers, ou sur le private equity. Donc, c'est-à-dire que là, elle fait appel à des investisseurs ou à des particuliers pour aller renforcer son capital. Aujourd'hui, on peut dire que le private equity, les valeurs donc, du secteur privé non cotées et les valeurs des marchés financiers, dans certains cas, atteignent des niveaux méconnus. On explore des zones un peu inconnues en termes de valorisation. Moi, j'ai souvent connu des cours, on nous disait entre 5 et 7 fois les bidas plus les réserves quand il fallait valoriser une entreprise. Donc, on les réserve, enfin, ce qu'il y avait plus, on va dire un peu plus que l'excédent brut d'exploitation. On a vu beaucoup de deals en 2021 qui se sont faits sur 12, 15, 17 fois les bidas, ce qui nous donne des valorisations en private equity un peu importantes. Vous avez vu les levées de fonds dans la Startup Nation en France récemment. Les chiffres sont un peu délirants. On se demande, voilà, on se demande où va l'argent. L'argent, il va s'investir dans des projets qui ont le vent en poupe. L'entreprise peut aussi se financer par la dette. Donc, soit elle va sur les marchés obligataires, c'est-à-dire elle va émettre de la dette sur les marchés. La banque est aujourd'hui un gros provisionneur de dette, mais vous allez voir qu'il n'y a pas que la banque. La banque, je dirais même, est maintenant minoritaire. Il y a la dette privée, donc les institutions non financières ou les particuliers qui peuvent prêter de l'argent aux entreprises. Et les particuliers, ils prêtent par le crowdlending. Voilà pour ces petits rappels qui vont vous permettre de mieux comprendre les diapositives qui suivent. Voilà, ça c'est quoi? C'est comment dire? C'est une courbe qui vous montre la taille des bilans des banques centrales et sachant que le gagnant doit être le plus bas possible. Alors, dans ce graphique, que voyez-vous? Nous partons donc, c'est un bon graphique à l'occidental, on part d'en bas à gauche pour terminer en haut à droite. Sauf que là, quand on est en haut à droite, plus on est haut, moins on est bien. En fait, si vous voyez la courbe bleue, c'est le bilan de la Banque centrale européenne. Voilà, voilà, voilà. Donc, ça veut dire qu'on est en trillions de dollars, c'est-à-dire en milliers de milliards. Et nous avons la Banque centrale européenne qui n'était pas forcément en tête et qui aujourd'hui, après, en 2007, était deuxième position. Et là, elle est très largement devant. Elle a dépassé tout le monde. Elle a dépassé qui? Elle a dépassé la Fed, qui est en deuxième position, qui est la Federal Reserve, donc la Banque centrale américaine. Et puis, on trouve la Banque du Japon, et enfin la Bank of China, que vous retrouvez ici dans ce trio de têtes. Vous pouvez remarquer une chose, c'est qu'on nous a dit en 2008, on fait du hélicoptère monnaie, on stabilise tout ça et après on commencera à rembourser. J'ai pu remarquer qu'entre 2008 et 2018, il n'y a eu aucune baisse des bilans des banques centrales. Peut-être un petit peu la Fed qui avait commencé à rembourser et puis en 2020 c'est reparti à la hausse de manière assez forte, même très forte. Donc ce qui fait que quand on totalise le tout, eh bien nous sommes à des montants donc de à peu près une trentaine en octobre, parce que là ça a monté encore un petit peu, on est sur
30 000 milliards de dollars. Voilà pour le total. Et donc, maintenant, on va essayer de voir, d'analyser un petit peu plus en détail ces chiffres-là. Exemple, ça c'est pour Eric, c'est pour répondre à une question d'Eric. Eric, tu me demandais, mais alors, les banques centrales, qu'est-ce qui va amener à ce que les cours de bourse corrigent à un moment donné ou à un autre? Eh bien, on a une corrélation assez extraordinaire entre la taille du bilan, là on est aux États-Unis, la taille du bilan de la Banque centrale américaine et la courbe la croissance du S&P 500, qui sont les 500 plus grosses valeurs américaines. Voilà, donc là, vous voyez, on a une parfaite adéquation de comment on constitue une bulle. La bulle est constituée par quoi? Ben, simplement, on a des masses de liquidités. Pourquoi? Parce que quand la Banque centrale rachète des actifs, ben, elle met de l'argent sur les marchés. Et donc, il faut bien que cet argent soit dépensé. Et cet argent, il est non pas dépensé, non pas injecté forcément dans l'économie, il est injecté dans le patrimoine, dans les assets. Et là, c'est dans la valeur des entreprises. Voilà, c'est quand même assez impressionnant de voir cette corrélation directe. Donc oui, Eric, normalement, si le tapering a lieu, c'est-à-dire si jamais on se retrouve dans dans ce qu'on a vu tout à l'heure, où on commence à moins acheter d'actifs, normalement, les marchés devraient corriger, mais il faut savoir que l'information est tombée avant-hier. En 2021, nous sommes dans l'année où les sociétés ont le plus racheté leurs propres actions. Et quand les sociétés rachètent leurs propres actions, parce que l'argent n'est pas cher, eh bien, ça leur permet de maintenir, voire de faire monter les marchés. L'évolution de la dette publique, on est en France là. On est en France avec deux éléments à prendre en compte. La dette des administrations. Je vous rappelle, notre PIB doit être de mémoire à 2200 milliards. Eh bien, vous voyez qu'on est passé largement au-delà en termes de stock de dette, puisque notre endettement est passé gentiment de 70. Il était à 70 dans les années 2008-2009. Aujourd'hui, on est à 130% à peu près du PIB au niveau français. Voilà, donc c'est quand même, ouais, il fallait 120, 120. Mais en tout cas, c'est pas rassurant aujourd'hui pour ce que l'on va laisser à nos enfants. Tiens, aujourd'hui, là, je vous ai montré aussi une chose intéressante, c'est le stock de dette global en France. C'est-à-dire que là, vous avez, ça c'est les Suisses qui me donnent ces petits graphiques-là, Lombardier pour les remercier. Vous avez la couche du bas, c'est les dettes gouvernementales. Donc là, c'est ce qui émet en pourcentage GPD, c'est le PIB. Hein. En pourcentage du PIB, vous avez le stock à peu près des dettes de l'État. Après, ici, vous avez quelque chose qui a pas mal monté quand vous regardez, c'est les non-financial corporations, ça veut dire c'est les prêts qui ne sont pas issus des banques. Et ce sont les dettes qui ne sont pas forcément issues des banques. Donc les prêts interentreprises, les prêts des particuliers, le private debt, donc les dettes privées. Donc vous voyez que là, par contre, il y a une assez grosse croissance. Et puis après, on a le crédit immobilier. Donc ça, il y a une croissance, mais elle n'est pas non plus délirante. Donc households. Et puis enfin, on a les financial corporations. Donc ça, ce sont les dettes des banques. Donc vous voyez qu'elles ont pu un petit peu baisser d'ailleurs sur 2021. Et donc au total de tout ça, ça fait à peu près 600% du PIB. On est endetté à 6 fois notre chiffre d'affaires annuel au niveau du pays. Ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup, surtout qu'on considère que le patrimoine français, c'est entre 8 et 10 fois le PIB. Donc notre pays est quand même particulièrement endetté, surtout qu'il a il a des déficits structurels. La dette mondiale, donc on va reprendre surtout le graphique de droite ici, et on retrouve les choses au niveau mondial. Au niveau mondial, on est à peu près à 400 fois on est à 4 fois le PIB mondial. Et là encore, on a à peu près la même répartition entre les dettes issues des gouvernements, tout ce qui est les institutions non financières ici, qui est quand même une grosse partie, et surtout que le FMI a du mal à réguler. Vous voyez, les crédits hypothécaires sont quand même importants, mais pas non plus délirants. Et enfin, on a par contre, les institutions financières au niveau mondial sont sensiblement plus importantes qu'en France. Voilà.
toute cette montagne de dettes, à un moment donné, on peut se poser la question de savoir si on doit la rembourser. Et donc là, il faut savoir qu'on a trois moyens de rembourser une dette. La première, c'est ne pas la rembourser. Alors, ne pas la rembourser, c'est ce que un certain nombre de personnes nous disent. Ils disent, oui, il ne faut pas rembourser la dette, on va annuler la dette. Donc, quand les gens me posent cette question, en tout cas quand les personnes qui me disent c'est une solution, je leur demande s'ils ont un contrat d'assurance vie avec notamment des fonds euros dedans. Vous savez, ces fameux fonds garantis. Alors, la plupart du temps, ils disent oui. Enfin, en tout cas, pour ceux qui savent. Et bien, je leur dis, écoutez, si on fait un haircut, si on dit que il y a 20% de la dette qu'on rembourse pas, ce qui serait pas mal. Idéalement, il faudrait faire un haircut de 40. 40% de dette qu'on rembourse pas. Eh bien, leurs fonds euros, on va globalement leur faire une réduction de 25%. Ils vont perdre 25% de leurs fonds euros, puisque globalement, 60 à 65% de leurs fonds euros, c'est de la dette d'État. Donc, il va falloir qu'ils perdent à peu près 25%, voire un peu plus de leurs fonds euros. Et effectivement, là, ils ne sont pas d'accord, puisque ça les touche directement et en un seul coup. Bon, ceci étant, ce serait peut-être douloureux sur le moment et peut-être moins douloureux sur la suite. Sur la suite, notamment si on avait une augmentation des taux. Puisque plus le stock de dette est important, plus l'augmentation des taux est douloureuse, puisqu'il faut lever plus d'impôts. Donc, augmenter les impôts, ou alors en créer. Hein, vous savez, c'est toujours nouveau gouvernement, nouveaux impôts. Ah, tiens, il y a des élections en 2022. Voyons voir la création qu'il y aura à ce moment-là. Autant vous dire que si les impôts n'ont pas augmenté en 2021, ils augmenteront en 2022, ça c'est sûr. Et puis il y a une troisième solution qu'on oublie souvent, c'est laisser filer l'inflation. Parce que quand on laisse filer l'inflation, vous savez, cette inflation qui devait être que transitoire ou qu'on n'avait pas vu venir aussi ou ça, eh bien, quand on laisse filer l'inflation, comprenez que le stock de dette est moins lourd, puisque comme les flux augmentent en volume, eh bien, le stock, lui, corrélativement, en pourcentage, il baisse. Et ce que l'on peut voir aujourd'hui, c'est que l'inflation est clairement repartie à la hausse et qu'elle n'est pas transitoire. Donc, peut-être que pour rembourser la dette, ça sera un mix des trois. Peut-être qu'il y aura des choses qui ne seront pas remboursées. Il y aura sûrement des créations de nouveaux impôts. Je ne vois pas comment on pourrait faire sans. Et enfin, laisser filer l'inflation, c'est un fait. Et donc, la question qu'on pourrait se poser à ce moment-là, c'est et maintenant, on fait quoi? Donc, on fait quoi? Je vous proposerai de mettre vos questions sur on fait quoi? Puisque c'est quand même là où il faudra commencer à poser vos questions. De mon côté, ma petite présentation d'introduction est non pas terminée, mais voilà, je suis arrivé à ce niveau-là, au niveau de ma présentation. Donc, on va pouvoir, d'une part, si vous avez des questions, répondre à vos questions ou vos observations. Et puis, quand va arriver Geoffrey, Geoffrey, ah ici il est là, Geoffrey. Donc s'il y a des questions, on va répondre aux questions. Puis Geoffrey, je vous mettrai à 45 ou entre 45 et 50, Geoffrey, je mettrai Geoffrey de chez Goodvest comme participant, et puis il nous parlera de sa présentation. Alors je vois dans le chat Bulle, oui, et Laure. Ah, alors, Jean, question de Jean, enfin, observation de Jean dans le chat, mais n'hésitez pas à les mettre dans les questions pour qu'on puisse les voir. Et Laure. Alors, pendant très longtemps, on a pensé que l'or était une manière de protéger son patrimoine contre l'inflation, notamment quand c'est l'inflation de la masse monétaire. Je m'explique. Quand vous avez un actif en quantité limitée et que autour, eh bien, la masse monétaire grossit, vous savez, c'est exactement comme vous faites l'expérience avec un ballon. Vous mettez un ballon dans une cloche, vous faites le vide dans la cloche, et quand le vide dans la cloche, le ballon prend plus de place, puisqu'en fait, la densité de l'argent est de moins en moins importante, puisque plus on met d'argent, moins la densité de l'argent est importante. Et donc, l'or étant un actif fini, on imagine que l'or peut voir sa valeur augmenter. Eh bien, si on avait suivi ce concept, et si ce concept marchait encore, fonctionnait encore, puisqu'on s'était vraiment posé la question lors de la première poussée de l'or en 2007, eh bien aujourd'hui, l'once devrait être à 10 000 $.
Et le fait est de constater qu'aujourd'hui, l'once oscille entre 1600 et 1800 $. Donc malheureusement, il y a des manipulations manifestes sur les marchés de l'or qui fait que l'or ne monte pas. Donc, Jean, je vais donc parler de l'or virgule numérique. Et l'or numérique, vous me voyez venir avec Bitcoin. Eh bien, l'or numérique, lui, est pas forcément, est plus difficilement manipulable par certains acteurs, puisqu'il est totalement déréglementé. Et une partie de la hausse du Bitcoin peut être considérée comme la traduction de l'augmentation de la masse monétaire émise par les dettes continues depuis 2008. Ça veut dire qu'il peut y avoir une corrélation entre les deux. Voilà ce qu'on pourrait dire sur l'or numérique par rapport à l'or physique. Voilà. Et oui, Jean dit qu'est-ce qui nous protégera alors Bitcoin? Bitcoin est une des solutions. En tout cas, nous, on pense que c'est une des solutions, Bitcoin, à voir sur le moyen terme, parce que ce n'est pas forcément sur un comportement court terme qu'on pourra répondre. Mais en tout cas, nous, chez nous, c'est devenu une conviction, puisqu'on a vu que l'or ne jouait plus ce rôle. Alors attention, il n'y a pas que l'or, il peut y avoir aussi d'autres métaux qui sont en quantité limitée. L'argent, à un moment donné, jouait ce rôle-là, et puis de nouveau, on voit que l'argent subit le même sort que l'or. On s'est posé des questions sur le platine ou le palladium. Bon, c'est pas simple parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a que les négociants de ces matériaux-là, puisque tous ces matériaux sont négociés, peuvent assez rapidement avoir des intérêts divergents, enfin divergents par rapport aux épargnants, et donc malheureusement, ça ne jouerait pas son rôle. Voilà, ça ne jouerait pas son rôle protecteur. Eric nous pose une question. Donc, il nous reste quelques mois avant de sortir de la bourse. Où placer alors? Avoir confiance dans les PE ou les entreprises, attendre que la bulle immobilière éclate? En ce moment, notre métier n'est pas des plus faciles. Je dois le reconnaître, Eric. On avait fait en janvier un webinaire avec notre allocataire d'actifs, EOS, qui était titré Sommes-nous 2 mois ou 2 ans avant l'éclatement de la bulle? Il est clair, et les petits mouvements de marché il y a 10-15 jours l'ont montré, que le marché se cherche un prétexte pour corriger, mais dès qu'il y a une correction, comme les actions sont le seul actif avec du rendement sur les marchés, c'est le seul actif qui a de la rentabilité et de la liquidité. Hein, c'est très important aujourd'hui, tous les investisseurs cherchent de la liquidité. Donc comme ça reste un des seuls actifs qui a ces caractéristiques-là, eh bien malheureusement, pas malheureusement, la conséquence, c'est que ici, systématiquement, on se retrouve avec, dès qu'il y a une correction, des gens qui retournent en bourse en disant non, mais là, en fait, on va y retourner parce qu'il y a encore un petit quelque chose à aller racheter. Donc, tant qu'on n'a pas un signal fort, à mon avis, de la baisse, ou du retour à l'orthodoxie monétaire des banques centrales, je pense qu'on aura toujours des tensions acheteuses sur les marchés. Mais en contrepartie, on a la liquidité. Sur le private equity ou PE dans ta question, là, les sociétés ne sont pas cotées, donc la liquidité n'est pas assurée. Donc pour moi, le risque est plus grand puisque aller chercher peut-être plus de performance, mais en conséquence d'une liquidité qui est beaucoup moins établie, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a quand même pas mal de dossiers en non cotés, donc en private equity, dont la sortie se passe parce qu'on va introduire le titre sur le marché, ou qu'au bout de 5 ans, on va rouler une dette. On va non pas rembourser la dette, mais on va faire une nouvelle dette pour pouvoir s'en sortir. Et là, on est, à mon avis, dans un cercle qui peut être un cercle vicieux. Donc, attendre que la bulle immobilière éclate, c'est aussi une solution. En fait, on est très attentiste en ce moment parce qu'on ne sait pas par où ça va partir. Mais les valorisations actuelles ne sont pas très, très confortables. Donc, je dirais que la première des solutions, c'est la diversification.
ça, c'est évident, c'est-à-dire dans son patrimoine, on doit avoir une partie en immobilier, mais ça, je vous raconte rien de nouveau. Une partie sur les marchés financiers, donc sur la dette, eh bien, nous, la dette cotée à des tels niveaux de rendement tellement bas qu'on n'y est plus. De la dette privée, à partir du moment où on a des horizons courts et une certaine vision sur l'horizon de remboursement, ça c'est possible. Et puis après, on diversifie dans plein de poches, sachant qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir une poche de cash de plus en plus importante, ou alors mettre aussi un petit peu de cryptoactifs. Et vous savez, pour certains, que j'ai commencé il y a maintenant presque un mois une formation dans le domaine de la finance décentralisée. Et ça fait partie de notre recherche aujourd'hui, notre recherche et développement pour aller trouver d'autres sources de revenus dans un monde émergent. Hein. En résumé, s'il y a 4 à 5% des gens, des personnes qui sont présents sur les crypto-monnaies, il y a moins de 4% qui sont présents ou qui ont des compétences pour comprendre la finance décentralisée. Et là où il y a des rendements à faire, ce n'est pas forcément en étant un participant, enfin, je dirais un investisseur, un utilisateur, comme on l'est quand on va en bourse, on est un utilisateur d'un système. Là aujourd'hui, on est en avance de phase dans la finance décentralisée, donc on peut être acteur. Et en étant acteur, eh bien, on est beaucoup plus facilement rémunéré en étant acteur qu'en étant utilisateur d'un système. Voilà, Eric, pour la réponse. Il est évident que sur les autres questions, je me montrerai peut-être un petit peu moins long parce que ta question quand même abordait beaucoup de sujets divers et variés. Voilà. Alors je vous regarde si dans le chat il y a une autre. Non, dans le chat il n'y a pas d'autres questions et dans les questions il n'y en a pas une autre. N'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises questions. Il peut y avoir de ma part des réponses qui sont peut-être en dehors du cadre, mais n'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Avant que je passe la parole à Geoffrey. Alors, Geoffrey, ce qui serait pas mal, c'est que, hop là, je vais mettre Geoffrey. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre désigné comme présentateur. Voilà. Bonjour à tous, bonsoir. Voilà, Geoffrey, donc il est présentateur. Geoffrey, vous pouvez mettre votre caméra, comme ça on verra votre tête, si vous voulez bien, si ce qui est Alors derrière vous est attendez, je montrable. regarde pour l'activer avec GoToMeeting. Voilà, Ah parfait. voilà, Vous super. me voyez correctement. Voilà, Super. et comme vous êtes présentateur, normalement, je vais regarder si vous avez pop, pop, regardez si vous, je vais même carrément vous désigner comme organisateur, comme ça vous pourrez même non, changer le présentateur. Regardez si vous pouvez mettre l'écran, si vous pouvez partager l'écran en Alors, partage. Est-ce que en partage? vite. Alors, attendez, il faut que je puisse. Et alors je vais voir s'il faut changer le présentateur. Non, changer le présentateur, c'est bon. Normalement, ouais, là c'est bon. Vous avez les autorisations pour ça. Et donc, sinon, je peux vous mettre organisateur. Si ça bloque quelque part, vous me le dites. Hein. Attendez, je suis en train de. Hop. Ouais, il faut Alors choisir la bonne attendez, je suis en fenêtre. train, on me demande pour partager. Je vais devoir quitter et réouvrir tout de suite. Donc, je vous quitte un instant et je reviens. D'accord, très bien, pas de souci. Voilà. Donc Goodvest, pour présenter Geoffrey. Geoffrey est directeur, responsable du développement de Goodvest. Goodvest est une solution d'investissement qui a été développée au niveau technique avec la collaboration de Jean-Marc Jancovici. Le but, quel est-il? Le but, c'est de pouvoir faire de l'investissement dans le respect des accords de Paris. Nous, le prélude à tout ça, c'est quoi? C'est que on avait une problématique avec tout ce qui était ISR, ESG, ainsi de suite. C'est qu'on trouvait qu'il y avait beaucoup de comment dire, beaucoup de greenwashing, c'est-à-dire de gens qui disaient qu'ils faisaient qu'ils étaient plus verts que les autres. Et malheureusement, on trouvait qu'il y avait un discours marketing très fort, mais il y avait assez peu d'engagement. Donc, on n'a pas voulu aller sur ce secteur-là au départ, parce que ça ne nous semblait pas correspondre à ce qu'on cherchait. Donc, je vais désigner
comme organisateur, Geoffrey. Je pense que là, en tant qu'organisateur, vous aurez tous les droits. Et donc, on a cherché des solutions, on ne trouvait pas. Et puis, on a contacté Joseph Chouefati, dont le père était intervenu. Vous vous rappelez quand on a fait en début d'année une intervention sur Bitcoin avec différents moyens d'investir dans Bitcoin. Et donc, il y avait le père de Joseph qui était intervenu pour Tobam, vous savez, le Bitcoin, Tobam Bitcoin. Et donc, voilà, Joseph était intervenu et donc Joseph est à l'origine de Goodvest. Et donc, Geoffrey et le BizDev. Tout à fait. Alors par contre, Louis, a priori, je peux toujours pas partager mon écran. Bon, eh ben, c'est moi qui vais, comme on a Allez, baqué les choses, je vais aller lancer la présentation et puis on va aller voir ça. Toc. C'est moi qui vais la lancer. parfait. Et puis donc, dans partage, je vais voir ce que ça donne. Alors, changer le Alors, présentateur. Bah oui. Alors, il faut que je change le présentateur. comme l'a mentionné Louis, je vais commencer à vous introduire. Donc, Goodvest a été lancé, a été créé il y a 1 an. On a lancé donc un contrat d'assurance vie avec Generali au mois de septembre, avec pour ambition donc de vraiment travailler sur la transparence d'un point de vue comment dire environnemental et climatique. Parce qu'aujourd'hui, voilà, parfait. Aujourd'hui, on a remarqué qu'il y avait une certaine problématique en matière de transparence sur la finance responsable. Alors, vous pouvez peut-être avancer, voilà, parfait. Il y a un véritable, je ne vais pas vous refaire le speech, mais au niveau des risques, Louis nous a fait une très belle présentation sur les risques liés à la bulle qui pourrait éclater et par rapport aux dettes actuelles. Mais il y a il y a un risque qu'il faut prendre en compte, alors plutôt à long terme, mais qui est un risque climatique. Je vous engage à lire, à consulter un peu le rapport du GIEC qui est paru au mois d'août de cette année, donc où on va rencontrer un risque climatique, donc qui a potentiellement un impact très fort sur nos économies. Et puis, à court terme, on va rencontrer sans doute des tensions réglementaires liées justement à l'environnement et au climat. Puisque aujourd'hui, le sujet, c'est vraiment, le rapport du GIEC nous dit qu'il y a vraiment un sujet qui est celui, en fait, de notre bilan carbone, de notre empreinte carbone. On a un stock de carbone à ne pas dépasser pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Donc, la question de la finance est primordiale, puisque aujourd'hui, il y a beaucoup d'effets d'annonce qu'on entend, sauf que depuis les accords de Paris, c'est à peu près 2700 milliards de dollars qui ont continué à être investis dans les énergies fossiles. Et si on a des fonds de plus en plus labellisés ISR, il y a un vrai manque de transparence, je vais y revenir un peu plus après, mais grosso modo, pour chaque euro investi en faveur des énergies renouvelables, c'est toujours 8 euros qui sont investis dans les énergies fossiles. Et l'impact de ce financement, ça représente 11 tonnes de CO2 par Français chaque année. 11 tonnes de CO2 chaque année, c'est 15 allers-retours Paris-New York. Et tous les jours, on entend qu'il faut faire des efforts, qu'il faut faire attention sur la manière dont on consomme, dont on se déplace. Mais 11 tonnes de CO2 pour notre épargne, c'est autant que toute notre consommation annuelle. Donc en fait, on a un véritable impact là-dessus, chacun de nous, pour favoriser en effet la transition écologique et trouver de nouvelles manières de produire de la richesse. La problématique avec justement cette épargne ISR, donc le label ISR est un label d'État qui permet d'axer en fait son investissement sur des critères extra-financiers qui sont l'ESG, E pour environnement, S pour social et G pour la gouvernance. La problématique, c'est que ça manque de transparence parce qu'aujourd'hui, quand un fonds est labellisé ISR, on ne connaît pas quelle est la stratégie du gérant, quelle est son orientation, s'il est plutôt orienté vers le E, vers le S ou vers le G. Et on va de ce fait retrouver bon nombre de fonds labellisés ISR qui vont intégrer en première ligne de pondération Total. Et en fait, on va se retrouver avec un véritable paradoxe, c'est-à-dire une conviction de la part de l'épargnant qui est très forte pour justement faire des efforts sur sa manière de consommer. Mais de l'autre côté, on a son épargne qui va continuer à financer pour beaucoup les énergies fossiles. Et donc, on se rend compte qu'on a une épargne qui est
totalement schizophrène avec les convictions de chacun. Il y a pas mal de choses qui se passent. Shell aux Pays-Bas a été totalement condamné. La France, l'État français a été condamné. Le label ISR a été réformé. Et puis l'année prochaine, dès 2022, il y a bon nombre de réglementations qui vont rentrer sur le marché. La réglementation SFDR. D'ailleurs, je pense que Louis va vous en parler, mais l'année prochaine, dans les conseils qu'il va devoir vous apporter, il va devoir intégrer dans ses préconisations des critères de durabilité sur les investissements qu'il va vous fournir. Donc, il va y avoir un vrai chamboulement réglementaire et on va avoir une vraie tension réglementaire aussi vis-à-vis des entreprises qui vont devoir prendre un tournant assez colossal à ce niveau-là. Donc, on a développé une solution donc, qui est un contrat d'assurance vie qui se veut compatible avec l'accord de Paris. Alors, qu'est-ce que ça signifie compatible avec l'accord de Paris? Le premier engagement, c'est déjà de pouvoir proposer des portefeuilles qui soient alignés avec l'accord de Paris, c'est-à-dire avec une trajectoire maximale de 2 degrés. Aujourd'hui, le manque de transparence qu'on a, même sur des fonds labellisés ISR, c'est qu'on va avoir une épargne qui va avoir une trajectoire de réchauffement climatique en moyenne de 4 degrés, puisque l'ensemble des lignes qui vont constituer le fonds ne vont pas prendre en compte ni des critères d'exclusion de secteurs d'activité, ni l'empreinte carbone des entreprises qui vont figurer. Donc, on fait un véritable travail là-dessus et notre travail, donc c'est un travail méthodologique, c'est-à-dire que déjà, on va travailler sur notre univers d'investissement. L'univers d'investissement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fonds qu'on va sélectionner vont aller beaucoup plus loin que le simple label ISR ou label Greenfin. Déjà, on ne va travailler qu'à partir d'ETF ou de CleanShare, donc pour mêler un peu une gestion passive mais gestion active, mais également pour proposer des fonds qui ont peu de frais, donc qui vont peu impacter la performance. Ensuite, on va analyser l'empreinte carbone donc, de l'ensemble du fonds, c'est-à-dire qu'on va analyser l'ensemble des entreprises présentes sur le fonds pour exclure tous les fonds qui auraient des entreprises du secteur des énergies fossiles, du tabac, de l'armement par exemple. On va analyser l'empreinte carbone des fonds, donc ça on va le faire avec Carbon for Finance, qui est un cabinet de conseil qui audite depuis 2007 des entreprises partout dans le monde. Ils ont analysé plus de 15 000 entreprises, donc ils ont des données extraordinaires. Et une fois qu'on a fait ces critères-là, on va regarder quels sont le track record du fonds, de la société de gestion, le risque du fonds et également la liquidité du fonds. Et donc, à partir de ça, on va référencer ou pas l'OPCVM ou l'ETF au sein de notre univers d'investissement. Donc, je vous l'ai dit, on va exclure tout fonds qui aurait des entreprises du secteur des énergies fossiles, extraction, production, donc charbon, pétrole, gaz, tabac, armement, divertissement pour adultes et violation des pactes des Nations Unies. C'est une conviction très forte puisqu'on estime qu'il y a un véritable risque, notamment pour les énergies fossiles, à continuer d'investir sur le long terme, à continuer d'investir aussi bien pour les rendements que pour des convictions, que pour la terre qu'on souhaite, le patrimoine, grosso modo, le patrimoine qu'on souhaite léguer à nos enfants. Enfin, notre troisième engagement, c'est vraiment, on veut vraiment de la transparence. C'est-à-dire que tout le long, on s'efforce, tout au long de la vie du contrat, on s'efforce d'auditer régulièrement les sociétés de gestion avec lesquelles on travaille, les fonds qu'on référence, pour vérifier qu'elles correspondent toujours à nos critères, aussi bien en termes d'exclusion de secteur que d'alignement en température. Et puis, on référence régulièrement de nouveaux fonds et c'est surtout aussi vous donner une vue sur l'impact de votre épargne, puisque c'est une épargne totalement digitalisée. La souscription se fait en ligne et le suivi se fait également en ligne. Donc, c'est-à-dire que sur votre espace client, vous pouvez aussi bien visualiser les performances financières que l'impact climatique de votre portefeuille, les fonds qui composent le portefeuille et aussi les lignes présentes au sein de celle-ci. Donc, on s'attache à construire des portefeuilles en alignement avec vos convictions et vos valeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a développé un robot advisor qui est capable de prendre en compte aussi bien votre horizon de placement que votre profil de risque et les thématiques sur lesquelles vous souhaitez investir. Donc, nous, on a fait en amont un travail de sélection basé sur des critères avant tout extra-financiers et
et principalement environnementale et climatique, comme j'ai dit, mais vous allez aussi, donc, sur cet univers d'investissement, pouvoir sélectionner des thématiques pour accentuer votre portefeuille, comme la transition écologique, l'emploi et la solidarité, les technologies responsables, l'accès à l'eau, la santé et les pays émergents. Et on va intégrer de nouvelles thématiques, comme notamment les énergies vertes, la nutrition ou même la forêt et la biodiversité. On intègre dans notre RoboAdvisor un ratio Herfindahl qui permet en fait de maximiser la diversification et surtout qui permet de répondre à n'importe quel profil. C'est-à-dire qu'on va pouvoir déterminer 5 mandats, du plus sécurisé au plus dynamique, pour vous permettre, voilà, merci beaucoup, pour vous permettre d'avoir un portefeuille sur mesure et qui va correspondre aux thématiques que vous allez pouvoir sélectionner. Donc là, on voit les cinq mandats qui peuvent être proposés et qui peuvent être totalement adaptés en fonction des thématiques que vous allez choisir. Et une notion qui est très importante, c'est que l'ISR, l'investissement socialement responsable, n'est pas décorrélé de la performance financière. Bien au contraire, il y a beaucoup d'études qui montrent que justement les fonds labellisés ISR ont une très bonne performance et une très grande résilience. Si on prend par exemple la correction qui a été effectuée fin novembre, on a vu que les entreprises avec des notations ESG très bonnes sont celles qui ont le mieux résisté à cette correction. Là, ici, sur ce graphique-là, on a matérialisé l'indice MSCI World à l'indice MSCI World ISR et on voit parfaitement la courbe en bleu qu'au niveau des performances, on surperforme largement les indices traditionnels. Donc voilà, là vous voyez à droite du coup les performances de nos mandats versus les indices comme le CAC 40, l'Eurostoxx ou le SP500. Bien, merci beaucoup pour cette présentation qui a tenu le timing, Geoffrey. Je sais que Merci à c'était vous, pas avec forcément, plaisir. c'est pas forcément simple. Je tiens à préciser deux choses. Sur ce contrat, il n'y a pas de fonds euros. Parce que les fonds euros, c'est extrêmement compliqué de voir l'engagement, parce qu'on va dans les engagements non pas que des banques, on va aussi dans les engagements des États, ainsi de suite. Donc ça devient très compliqué et c'est un pari tranché sur lequel on est totalement d'accord pour composer une performance à long terme, pas de fonds euros et c'est beaucoup plus simple. C'est la diversification qui va permettre et puis l'intelligence du robot advisor qui va permettre de pouvoir faire une performance long terme. Moi, je vais revenir sur les éléments de résilience. On est sur des thématiques aussi qui apportent une certaine résilience, donc c'est une manière aussi de répondre à Eric. On peut choisir des secteurs dont on pense qu'il y aura toujours une demande forte et toujours des perspectives d'évolution plus fortes dans ces secteurs-là à terme par rapport à une vision court terme. Et enfin, dans les précisions que je souhaite apporter, on a parlé tout à l'heure de parts clean share. Donc les parts clean share, c'est quoi? Ce sont des parts qui sont avec les frais minimums, soit des parts investisseurs institutionnels, soit des parts très peu chargées en frais, qui permettent d'avoir des meilleures performances pour les clients. Alors comment nous, Montaigne Conseil, Montaigne Patrimoine, on va se rémunérer? C'est un contrat auquel on donne accès dans soit dans le cadre d'un forfait, soit dans le cadre d'un abonnement. C'est-à-dire que les gens qui ont un abonnement chez nous peuvent prendre ce contrat qui est beaucoup moins chargé en frais. Comme ça nous permet nous de pouvoir le conseiller et de quand même vivre de notre conseil. Et dans le cadre aussi de certains forfaits haut de gamme ou des forfaits qu'on est en train de retravailler pour 2022, qui vont donner accès à une gamme de supports sur lesquels on n'est pas forcément, on est peu ou pas commissionné. Ça nous permet d'intégrer ça dans notre offre parce qu'on trouve qu'il y a un intérêt pour nos clients, un intérêt moyen terme et même long terme. Et on trouverait dommage que les gens aillent souscrire seuls en faisant quelquefois des erreurs en termes de choix de fonds, en termes de profil de risque ou de profil de gestion. Et donc, nous, on va les aider à souscrire ce contrat par notre intermédiaire. Ça leur coûtera pas plus cher. Ça leur coûtera exactement le même prix. Mais en tout cas, ils n'iront pas seuls, ils ne feront pas les erreurs habituelles, notamment quand les marchés sont agités. Il faut savoir faire preuve d'un petit peu de recul. Voilà pour cette présentation que je voulais vous faire ce soir. Et maintenant, tant pour Geoffrey que pour moi, les questions sont totalement ouvertes. Allez-y, posez vos questions. On a
10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 45 minutes, en fonction des questions ou des observations que vous pouvez avoir. Et si jamais vous voulez que je vous ouvre le micro parce que vous voulez pas forcément l'écrire ou vous ne pouvez pas l'écrire, mais vous voulez la dicter, vous levez la main ou vous m'envoyez un petit message et dans ces cas-là, je vous ouvre le micro parce qu'on est encore un tout petit peu trop nombreux pour que j'ouvre le micro à tout le monde. Et à ce moment-là, je peux répondre à vos questions si vous en avez. N'hésitez pas. Moi, en tout cas, j'en ai quelques-unes. Je vais commencer, Geoffrey, par une question sur le nombre de fonds aujourd'hui qu'il y a dans le contrat. Qu'est-ce que ça... Si Geoffrey est toujours là et s'il ouvre son Oui, oui, micro. bien sûr, je suis toujours là, je suis à l'écoute. Voilà. Et même la caméra. Et il y a combien de fonds au total aujourd'hui dans votre univers d'investissement? Aujourd'hui, dans notre univers d'investissement, on a analysé plus de 300 fonds. On a aujourd'hui référencé un peu plus d'une vingtaine de fonds qui sont capables de répondre aujourd'hui à nos critères d'investissement. Mais on a référencé une grande partie d'ETF avec des lignes très, très variées. On a notamment référencé le fonds BNP Low Carbone qui compte aujourd'hui plus de 300 lignes, donc qui permet d'avoir une diversification assez extraordinaire malgré un univers d'investissement qui peut être relativement restreint à première vue. On D'accord. a notamment des fonds green bond qui permettent justement de stabiliser la volatilité des portefeuilles et de pouvoir arbitrer si on constate en effet qu'on a une situation économique, si on a un scénario économique défavorable, de pouvoir justement modifier nos allocations et se placer sur ce type de fonds. D'accord. Merci, merci Geoffrey pour la réponse. Dans les questions que vous pouvez poser, maintenant c'est open, hein, donc on peut revenir sur toutes les questions patrimoniales que vous pouvez avoir, si que ça concerne les crypto-monnaies, les droits de succession, les impôts. L'autre fois, au live numéro 1, on avait eu une longue discussion sur les donations simples et les donations partage. J'avais bien pris le temps d'expliquer la différence qu'il y avait entre une donation simple et une donation partage. Là, j'en profite tant que je suis sur les donations. Ce que beaucoup de praticiens oublient de faire, vous savez, quand une personne n'a pas de descendant, un frère ou une sœur qui n'a pas de descendant, quand cette personne reçoit un legs ou quand on lui fait une donation, il faut y intégrer ce qu'on appelait avant le legs du résiduo ou les donations résiduelles. Je m'explique. Si jamais elle reçoit donc un héritage et qu'on n'a pas fait cela, eh bien ses frères et sœurs héritent avec des taux de 35, 45, 55% si ce sont ses neveux. Alors que quand on met une libéralité résiduelle, en fait, à son décès, le patrimoine revient artificiellement au niveau de ses parents et revient en ligne directe de ses parents déjà décédés vers ses frères et sœurs. Et à ce moment-là, on est en ligne directe et on est sur des taux de donation, enfin des droits de succession beaucoup moins élevés. La plupart du temps, on arrive à diviser par 2 ou 3 les droits de succession vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur qui n'ont pas eu de descendance. Voilà, donc je mets un petit point dessus et je pourrais m'étendre si vous le voulez, mais c'est malheureusement peu connu ou pas connu et ça mérite qu'on s'y attarde. Eric toujours, existe-t-il encore aujourd'hui des investissements du type panneau solaire il y a 10 ans avec oui, une garantie de rachat électricité EDF ou d'autres? Oui, Eric. Alors là-dessus, oui, on a fait pour l'instant un test, mais on a été un petit peu pris par le temps cette année. Mais oui, il existe des investissements que l'on peut faire dans le cadre des panneaux solaires. Les tarifs d'achat aujourd'hui sont intéressants. D'ailleurs, il y a encore dans l'Assemblée quelqu'un qui l'avait fait il y a 10 ans et donc il y a des très bons rendements. Mais aujourd'hui, globalement, le prix des panneaux a tellement baissé par rapport au prix de rachat qui lui est aux environs de 9 centimes et demi qu'on est sur des rentabilités assez fortes, c'est-à-dire qu'on a un retour sur investissement qui est à moins de 8 ans sur une installation qui doit avoir une durée de vie de 25 ans à peu près. Donc oui, il y a des rentabilités non négligeables sur ces opérations-là. Par contre, il y a beaucoup de monde qui en cherche.
L'idée, c'est qu'à partir du moment où on a la possibilité de trouver une installation, enfin un lieu pour faire ça, ça ne paye pas le bâtiment, mais si jamais on a une petite activité, un petit rendement dans le bâtiment qui est sous les panneaux solaires, on arrive à avoir des rendements de 14 à 15%, donc ça commence à être très intéressant, surtout que le tarif réglementé était limité à 100 kW crête, c'est-à-dire 600 mètres carrés de panneaux à peu près, 550, entre 550 et 600 mètres carrés de panneaux. Et qu'aujourd'hui, on arrive à peu près on a eu un décret qui est paru et on peut monter à 500 kW crête, c'est-à-dire jusqu'à 3000 mètres carrés de panneaux. Donc l'idée, par exemple, c'est de trouver un bâtiment en mauvais état ou en tout cas qui a une structure qui peut supporter la mise en place de panneaux dessus, de trouver une petite activité dessous, pas forcément hyper rentable, mais rentable quand même. Et au global des deux, on a un investissement qui est très intéressant. Donc nous, on est à la recherche de bâtiments pour faire ça et c'est évident. Et là, on a des opportunités d'investissement où on a une très très bonne visibilité parce que même un tarif de rachat garanti à 9 centimes et demi, on commence à être proche enfin, ça commence à être intéressant parce que on sait que l'électricité va se vendre assez rapidement entre 14 et 15 centimes le kilowatt. Il y a quelque chose d'encore plus rentable qui est de faire de l'autoconsommation avec investisseur tiers. C'est-à-dire, moi, je suis investisseur, j'ai un client qui est dessous qui va autoconsommer le courant que je produis et je peux lui faire signer un contrat d'économie d'énergie. C'est un peu touchy au niveau juridique, mais on sait faire, enfin, on sait trouver le spécialiste pour le faire. Donc, si jamais vous avez des surfaces dans votre patrimoine qui pourraient recevoir des panneaux, bien c'est Montagne Énergie chez nous, la filiale dédiée à cela, qui pourra vous aider à monter l'opération et à aborder l'opération. Et même, on pourra apporter des fonds propres. Si vous connaissez un agriculteur qui, lui, n'a pas forcément les moyens de faire l'opération pour lui-même, plutôt qu'on lui installe un bâtiment dont il n'a pas forcément besoin ou qui n'est pas forcément adapté à son besoin, on peut venir financer 10, 20, 30% de l'apport de fonds propres. On est en train d'étudier un dossier comme ça dans les Deux-Sèvres pour d'une part faire de l'impact investing pour nos clients et de l'autre côté permettre à l'agriculteur de pouvoir avoir un bâtiment qui correspond à son besoin. J'espère, Eric, que j'ai répondu à ta question. Si j'ai pas répondu, il ne faut pas hésiter à le dire. En tout cas, merci, Eric. Voilà. Jean-François, il ne faut pas hésiter à poser des questions. On s'est connus enfin, on a échangé un petit peu sur Internet, sur les cryptos. Donc, faut pas hésiter à poser des questions, Jean-François, là-dessus. C'est un sujet qu'on aime bien aussi, même si il y a quelqu'un qui pourra contrôler mes dires, puisque il y a un étudiant comme moi qui est présent un étudiant dans tous les sens du terme, qui est présent ce soir aussi, qui suit la même formation que moi. Donc, vous n'hésitez pas si jamais vous avez des questions qui sortent du cadre, hein, c'est-à-dire que là, on a parlé, voilà, on a parlé de sujets. Alors, Sébastien qui dit bonsoir, et c'est lui, Sébastien. Voilà, si on a des sujets, alors je vous dis impôts, donc on peut parler impôts, bien sûr, on peut parler droit de la famille, droit des successions, bien sûr, on peut parler économie, on peut parler finance, on peut parler blockchain, on peut parler source de rendement, où est-ce qu'on va chercher aujourd'hui du rendement. Notamment, vous voyez, par exemple, quand j'ai montré tout à l'heure la diapositive sur le financement des entreprises, je vais essayer de vous la repartager. Comment une entreprise se finance. Hop là, je vais essayer de la retrouver. Elle est là. Et je vais vous partager mon écran. C'est celle-là. La partage. Hop là, je vais afficher PowerPoint. Voilà. Donc normalement, non, c'est PowerPoint. Voilà, je dirais son patrimoine d'entreprise, normalement ça va être bon. Voilà, donc, vous voyez, l'entreprise, quand elle se finance, alors j'ai pas pris la bonne fenêtre, c'est celle-là, quand elle se finance, l'entreprise, elle va choisir donc de l'argent sur les marchés. Donc là, aujourd'hui, les obligations sont cotées tellement bas, enfin tellement chères que les taux sont très bas. C'est-à-dire pour aller chercher un taux de 3 à 4%, il faut aller chez les entreprises de faible qualité.
en fait, il y a la dette bancaire aussi pour l'entreprise, mais il y a aussi cette partie-là, dette privée, crowdlending. Donc aujourd'hui, où est-ce qu'on va chercher du rendement? On va chercher du rendement sur ce qui a été très très mal noté par les engagements de Bâle 3. Il y a un comité de Bâle qui fait la réglementation bancaire. Et suite à la crise de 2008, ce comité de Bâle a décidé de dire que les fonds propres des banques, à peu près, les fonds propres des banques doivent être à peu près à 13-14%. Les fonds, la marge sur la solvabilité, pardon, excusez-moi, mais les fonds propres des banques sont plus ou moins consommés en fonction de leurs investissements. Par exemple, une banque va investir dans la dette grecque, il n'y a pas besoin de, ça ne va pas consommer de fonds propres. La banque va investir, par exemple, dans du fonds propre de promotion immobilière, ça va lui consommer énormément de fonds propres, il va falloir qu'elle mette une grosse partie, il va falloir qu'elle intègre, ça va consommer une partie de ses fonds propres puisqu'elle va devoir intégrer une partie importante du financement et affecter des fonds propres à cette partie importante du financement. Et donc, nous, ce qu'on va chercher, c'est des financements là où les banques se sont fait vraiment contraindre par les réglementations de Bâle 3. Donc, on a du financement de promotion immobilière. Ça a été vraiment fléché. Il y avait des taux très importants pour les banques, très intéressants, puisque c'était sur du 14, du 15%, par exemple. Du financement de fonds propres d'opérations aussi énergétiques. Et aussi, on a découvert récemment, il y avait des financements de fonds propres de courtiers en matières premières. Là, c'est pareil, on est allé chercher aussi du rendement là-dessus. Le but étant de trouver des endroits où les banques ne vont plus, non pas parce qu'il y a du risque, mais parce que ça va consommer trop de fonds propres pour elles, et ça nous permet d'aller sortir des performances de 5 à 7, 8, 9, 10% avec des horizons plutôt court moyen terme. Alors, je vois qu'il y a une question qui est arrivée. Hop là. Ah bon, alors oui, oui, Jean-François, on s'est connu avant. On s'est connu avant dans des histoires de mécanique, de mémoire, si je dis pas de bêtises. Et alors sur le chat, que sait-on du coût des donations en fonction des programmes des candidats aux élections? Alors, aujourd'hui, on n'en sait pas grand-chose, parce qu'on n'est pas rentré dans les détails des programmes des candidats. Je vous ai dit tout à l'heure que plus il y avait de masse monétaire, plus la vitesse de circulation diminuait. Donc, on met de l'argent, on met de l'argent, on met de l'argent, et celui-ci ne circule plus. Il m'aurait paru opportun, intéressant, astucieux, qu'on ait aujourd'hui des décisions politiques en faveur des donations de sommes d'argent. Je m'attendais, moi, personnellement, avec cette crise, à ce que un gouvernement en place propose de doper les donations en somme d'argent pour que le cash puisse passer d'une génération à l'autre. Ça m'aurait semblé intéressant. Pourquoi? Parce que ça aurait pu relancer un certain nombre d'investissements ou que l'on puisse, par exemple, débloquer l'épargne salariale, il y a quelques milliards, pour aller flécher vers certains, là aussi, vers certains investissements. Bon. Rien n'est apparu et l'État est venu au secours de tout le monde en sortant le chéquier avec finalement notre argent. Donc en fait, on ne peut pas décider de là où va notre argent, c'est l'État qui décide pour nous. Donc je vous renvoie à 57% du PIB passe entre les mains de l'État. Donc ce sont des décisions que nous ne maîtrisons pas malheureusement. Donc Jean, c'est un peu trop tôt pour répondre à ta question. Ce qui sort, c'est qu'il y aurait un durcissement des droits de succession. Et ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas d'un côté un allègement ou une diminution ou un encouragement à donner de son vivant, et de l'autre côté, qu'il y ait un durcissement des droits de succession. Donc c'est que la contrainte et que la coercition, c'est un peu dommage, parce que plutôt que de dire ça vous coûtera plus cher quand vous décéderez, je pense qu'on pourrait faire tourner l'économie. Il faut savoir quand même que les plus gros impôts que vous avez vus, c'est pas les droits de succession. Les plus gros impôts, c'est la CSG et c'est la TVA. Donc on aurait intérêt à faire consommer les gens par rapport à de la TVA sur des produits avec peut-être moins d'empreinte carbone par exemple, mais on trouverait des solutions intéressantes à doper les donations plutôt que taper toujours et monter les impôts.
Alors, j'ai une question de Sébastien, et Sébastien, c'est normal, me parle de Bitcoin. Quel est mon avis par rapport à la politique de l'autruche que fait l'État par rapport au Bitcoin? Euh, Question intéressante, piège, mais intéressante. Je ne suis pas forcément sûr que l'État ait une politique de l'autruche vis-à-vis de Bitcoin. Je pense que l'État est aujourd'hui assez mal à l'aise sur un actif sur lequel il a été à l'aise quand il ne comprenait pas les enjeux, très à l'aise. C'est-à-dire que quand c'était en 2017 et qu'on parlait de Bitcoin et des régulateurs, il faisait des yeux, fallait voir. Je pense que j'ai rarement vu des ministres qui en parlaient sans connaître aussi mal le sous-jacent. Bon, même si mes connaissances à l'époque étaient quand même moyennes. Aujourd'hui, Bitcoin, je l'ai dit dans une vidéo en juin, quand on a commencé nos abonnements conseils là-dessus, ça a été d'abord, ça a été d'abord un élément vu comme un élément de déstabilisation. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on peut être acteur d'une révolution financière soit en allant faire de la création monétaire en minant du Bitcoin, mais aussi en étant acteur en validant des transactions, donc en sécurisant un peu plus le réseau, voire même en devenant acteur en ayant un nœud de validation Lightning, ce que je suis en train de faire. Je pensais vous le montrer ce soir que j'avais réussi, mais je suis presque, mais pas encore. Je ne suis pour l'instant que validateur de Bitcoin. Euh, mais je pense qu'il y a quelque chose qui met mal à l'aise l'État parce qu'il y a une concurrence, entre guillemets, déloyale. En fait, il faut savoir quand même que en France, euh, il est plus sévèrement puni d'être faux monnayeur que de faire une tentative de viol. Donc, il faut bien comprendre que la création monétaire, c'est du domaine régalien de l'État, enfin, c'était du domaine régalien de l'État, maintenant c'est du domaine régalien de l'Europe. Et donc, la création de monnaie, c'est la souveraineté. Ce qu'apporte Bitcoin, c'est une faille dans l'édifice en permettant que quelqu'un d'autre qui est acéphale, donc qui n'a pas de tête, qui n'a pas de nationalité, ainsi de suite, puisse faire de la création monétaire et puisse faire un système d'échange de valeurs qui est indépendant et totalement indépendant de l'État. Donc je pense qu'il y a surtout un malaise pour savoir quelle politique on peut avoir par rapport à ça. Et dans un premier temps, quand on ne connaît pas et qu'on en a peur et qu'on ne maîtrise pas, eh bien on veut absolument réglementer faire une régulation, une réglementation qui va être extrêmement coercitive parce qu'on ne veut pas que ça progresse. Mais c'est trop tard. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une autonomie de Bitcoin sur laquelle l'État français n'a aucun contrôle. Euh, Si interdire Bitcoin était efficace, je pose la question pourquoi les Chinois l'ont fait 4 fois. Quand on peut interdire quelque chose, on l'interdit une fois, c'est interdit, on n'y revient plus. Quand on est à la 4e interdiction, je pense qu'il y a un problème structurel sur le manque de contrôle qu'on a sur la chose. Donc, moi, je pense qu'il y a plutôt un malaise et surtout, on ne sait pas sur quel pied danser, parce que d'un côté, il y a une industrie qui peut être très intéressante et dont l'État pourrait se servir. Et les Suisses, hein, d'ailleurs, là-dessus, sont beaucoup plus pragmatiques. Et de l'autre côté, et donc, de l'autre côté, il y a je ne veux pas que les choses m'échappent, mais je pense qu'il est trop tard. Voilà, j'espère, Sébastien, avoir répondu un peu longuement, je reconnais, mais à ta question. Voilà, voilà pour la réponse à cette question. N'hésitez pas à agrandir. Donc Sébastien, j'ai répondu. Jean, j'ai répondu. Voilà. Ce qui n'est pas le cas, hein, Bitcoin et les autres crypto-monnaies, c'est pas exactement pareil parce que dans les autres crypto-monnaies basées sur essentiellement un gros écosystème qui est Ethereum, là on a des dirigeants, là on a quelque chose qui pourrait être moins solide à mon sens que ne l'est Bitcoin. Voilà. Donc je pense qu'il y a, pour moi, plus je progresse dans l'écosystème crypto, plus je me rends compte qu'il y a Bitcoin d'un côté, qui est vraiment spécifique, qui est vraiment particulier, et qui a le reste. Je dis pas que le reste, faut pas y aller, mais je dis que c'est pas exactement pareil, les enjeux sont pas les mêmes, et il me semble que la solidité n'est pas vraiment la même, avec en plus Ethereum qui peut être
fait un pari très risqué de passer sur Ethereum 2. Donc, pour savoir, aujourd'hui, Ethereum est sur une preuve de travail, donc du minage, exactement pareil que Bitcoin, sauf que c'est toutes les 15 secondes qu'on valide un bloc Ethereum, c'est toutes les 10 minutes qu'on valide un bloc Bitcoin. Et demain, Ethereum 2.0 veut passer sur un système de preuve d'enjeu, donc proof of stake. On passe de preuve de travail, proof of work à proof of stake, preuve d'enjeu. Et c'est un changement énorme, notamment qu'il faudra faire coexister des contrats intelligents, des smart contracts, qui pourront être interopérables que dans un sens, c'est-à-dire aller de l'ancienne vers la nouvelle, mais pas du tout de la nouvelle vers l'ancienne. Et donc là, je pense que techniquement, il y a peut-être quelque chose qui est un peu touchy à gérer. On verra, hein, mais il y a un enjeu technologique majeur sur cet environnement-là, l'environnement Ethereum par rapport à Bitcoin. Voilà. Mais notez que Ethereum, c'est quand même il y a une énorme, la blockchain Ethereum est souvent congestionnée parce que c'est un succès inouï. Le succès des contrats intelligents, des smart contracts est un succès inouï. Donc il y a une très forte demande et vous avez vu que le cours s'est valorisé de manière exponentielle cette année pour ceux qui avaient eu la bonne idée de s'exposer dessus. Voilà. Mais il ne faut pas voir que les prix, il faut voir l'enjeu technologique derrière qui est majeur. Voilà. 19h23, on peut prendre une ou deux, une question encore, si jamais il y avait chapitre 2. Oui, chapitre 2. C'est taquin ce soir, Sébastien. Je suis pas tout à fait à jour encore. J'ai pris un peu de retard dans mes cours. Mais une chose qui est très intéressante dans la formation qu'on est en train de suivre, c'est que je vois que tout le chapitre monétaire est un chapitre qui est quand même assez exigeant et assez bien rédigé, parce que l'enjeu sur lesquels sont placés les blockchains aujourd'hui est un enjeu de souveraineté. Il y aura une bagarre forte pour la souveraineté puisque n'importe qui ne peut pas battre monnaie, ce qui pose un problème lourd aux États, mais qui est passionnant. Enfin, vu de l'extérieur, pour nous, il est passionnant en tout cas. Voilà. Alors, je vais arrêter de montrer l'écran. Est-ce qu'on peut prendre une question, une dernière question, soit pour Geoffrey qui a eu la patience de rester, C'est soit très pour intéressant. Je vous moi. remercie beaucoup pour l'invitation d'ailleurs. Pas de souci, Geoffrey, on pourrait venir au prochain. Il n'y a pas de souci, vous pourrez venir au prochain Live Avec Patrimoine. On plaisir. essaie d'aborder tous les sujets. C'est un rendez-vous que j'essaie de mettre en place une fois par mois, en tout cas, de faire un live patrimoine, parce qu'on a souvent des sujets auxquels les gens ne posent pas forcément les questions et on peut y répondre ici. Je prendrai bien une petite dernière pour la route si jamais quelqu'un veut poser une question, même sur un sujet qui n'a pas été abordé. N'hésitez pas. Patrick a souvent des questions. Ludovic, on se connaît de loin comme ça, faut pas hésiter. Voilà. Une petite dernière pour terminer, à moins que ce soit moi qui la trouve. Alors, les ETF, c'est pas dangereux. Ah, intéressant. Les ETF, c'est pas dangereux. Pour qui, Sébastien, est-ce que tu veux que ça soit Geoffrey qui réponde ou moi moi, je vais y répondre structurellement. Euh, Tu me dis, Sébastien, si tu veux que ça soit. Non, pas toi. Bon, très bien. Geoffrey, donc question sur les ETF de la part de Sébastien. Est-ce que c'est pas Alors, dangereux? Voilà. c'est vrai que sur la gestion active, habituellement, on va plutôt être sur de la conviction, sur les convictions du gérant. Donc, il y a vraiment ça à prendre en compte hein, quand on est sur de la gestion passive. Ici, sur de l'ETF, on va être sur de la réplication d'indices. Donc, en effet, c'est pas du tout le même type de gestion. De là à dire que c'est dangereux d'un point de vue, alors sur du risque, on va être sur le même risque que sur des titres cotés en action. À ce niveau-là, il n'y a pas
il y a pas de sujet. Mais je pense pas qu'il y ait de danger, que c'est aussi une gestion qui est assez appréciable dans un cadre de diversification, parce que on n'a pas non plus cette préoccupation à avoir sur la conviction que va avoir le gérant sur les investissements, sur le type d'action qui va aller se placer. Et donc, on peut aller rechercher au contraire de la performance qui est très intéressante, hein. Si on regarde l'évolution des indices boursiers, on a de très belles performances. Et il n'y a pas vraiment de danger à attendre au moins sur la partie performance financière. Et puis après, sur la gestion, on va sélectionner les ETF, nous, en se basant sur des critères extra-financiers. Et Louis en a parlé, et je pense qu'il pourra vous apporter encore du conseil sur la résilience de ces critères ESG, et plus particulièrement sur la partie environnementale et climatique, sur lequel, au contraire, on peut s'attendre à du risque pour certains secteurs d'activité, pour certains titres, si on voit une évolution de la réglementation, si on a des tensions climatiques qui s'accentuent plus rapidement que prévu, parce que d'un point de vue du climat, on a des projections, voilà, sur une décennie, sur les changements qui vont se passer d'ici à 2020-2030, mais on ne sait pas en fait comment ça peut évoluer. On peut avoir des chamboulements beaucoup plus rapides que prévu, que les prévisions qu'ont fait les scientifiques d'un point de vue climatique. Et puis, il y a une chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, le secteur bancaire et le secteur financier est extrêmement, extrêmement exposé aux énergies fossiles. Et donc, si demain, on a des risques physiques ou si on a des risques réglementaires, eh bien, ces institutions-là peuvent se retrouver avec des actifs qui sont totalement dévalorisés. Donc, on a un risque très fort de la part du secteur financier et des établissements financiers, pardon, avec une exposition très forte aux énergies fossiles. Et demain, se retrouver avec des actifs qu'on ne peut plus exploiter parce qu'on a des réserves qu'on ne peut plus exploiter, par exemple des réserves de charbon ou de pétrole, ou qu'on arrête de rechercher de nouveaux gisements de pétrole, on va se retrouver avec des établissements avec un risque extrême à ce niveau-là, hein. Il y a pas mal d'enquêtes qui ont été réalisées sur l'exposition du système financier là-dessus. Je vous invite à les lire, parce que c'est un nouveau risque dont on parle très peu, mais qui est très très présent. Donc voilà, l'ETF, il n'y a pas de danger en tant que tel. C'est pas le type de gestion qu'on a l'habitude, puisque c'est de la gestion passive. Maintenant, prise en compte avec des critères extra-financiers, on a la capacité justement d'aller chercher de belles performances. Il y a une chose qui serait intéressante à voir, puisque c'est un sujet que j'ai beaucoup creusé, la dépense énergétique de la blockchain Bitcoin. Ce serait intéressant de comparer la consommation électrique et le type de consommation électrique d'un réseau comme Visa, et non pas seulement la transaction Visa, parce que si la transaction est possible, elle est possible uniquement que parce qu'il y a un écosystème derrière. Et donc le minage en lui-même, minage Bitcoin, c'est un écosystème en tant que tel. Donc il faut comparer écosystème et écosystème, et surtout que l'on sait qu'aujourd'hui, un certain nombre de mineurs s'orientent vers le 65, 70, 80, 90, voire le 100% minage sur l'énergie renouvelable. Donc on pourrait avoir aussi des entreprises de minage Bitcoin qui seraient éligibles au bas carbone, alors que des banques ne le seraient pas. Donc ouais, c'est quand même assez, si on va au fond des choses, ça serait quand même assez surprenant. Oui, tout à fait. Bon, C'est vrai que sur le Bitcoin, il y a une manière de produire, et comment est utilisée l'électricité, c'est très très important de le souligner. on a une dernière petite question de Jean qu'on va prendre, puisque Jean nous dit, alors c'est pas tout à fait vrai, mais bon, le coût carbone est principalement le transport. Pourquoi ne pas favoriser les entreprises locales? Alors c'est pas exactement ça, parce qu'il faut savoir que les bâtiments, le chauffage, enfin le chauffage des bâtiments
privé et enfin, tout ce qui est l'immobilier résidentiel et l'immobilier professionnel est un énorme consommateur, enfin énorme, fait beaucoup d'émissions carbone, peut-être plus que le transport. Mais je vais laisser Geoffrey répondre est-ce qu'il y a dans les critères un critère ou est-ce qu'on peut en mettre un de production locale par rapport au sourcing très, très lointain. Je ne sais pas si ça sont des critères Alors, que en vous effet, nous, avez dans le l'analyse qu'on portefeuille. va faire sur l'empreinte carbone, on va pas le faire uniquement sur la partie production, on va le faire en effet sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et donc, les entreprises qui figurent dans les fonds ne sont pas forcément présentes en France, mais elles sont sur des marchés locaux. Et donc, on va regarder en fait dans leur production de biens et de services aussi bien l'approvisionnement en matières premières, les déplacements de leurs collaborateurs, la production, mais aussi l'acheminement jusqu'au consommateur et la consommation du consommateur. Donc, il peut y avoir ce sujet de se dire de consommer local, en effet, mais lorsqu'on a un intérêt à se diversifier, on ne peut pas uniquement rester sur du local. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on fait ce travail-là, hein, d'analyser sur les fonds et de pouvoir avoir une diversification maximale d'un point de vue mondial, en analysant toute la chaîne de valeur des entreprises. Et c'est ce que nous permet de faire Carbon for Finance. Ok. Eh bien, merci Geoffrey pour cette réponse. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de ce live patrimoine. Je pense ne pas avoir laissé de questions en suspens. Il m'était très agréable d'échanger avec vous ce soir. N'hésitez pas la prochaine fois de poser plus de questions, même de les envoyer auparavant. Donc nous nous retrouverons en janvier pour un live patrimoine, sachant que je peux vous annoncer tout de suite qu'il risque d'être autour de Bitcoin. Bitcoin pour les nuls, ça pourrait s'appeler, puisque nous sommes en train de travailler pour le 20 janvier à un webinaire qui s'appellerait plutôt la blockchain pour les nuls. Et on y parlera de blockchain et de Bitcoin, mais on va commencer à un niveau extrêmement accessible. Donc prenez rendez-vous. Je mettrai le lien, je pense, en début de mois de janvier sur LinkedIn et je l'enverrai pour que vous puissiez nous rejoindre lors de ce webinaire. Si je vous ne vois pas d'ici là, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël. Et puis à très bientôt et n'hésitez pas à nous poser vos questions. À très vite. Merci Merci beaucoup, à très Geoffrey. vite. Au revoir.